Deuxième question posée au panel des acteurs et actrices de la pensée critique au REC de Toulouse d'avril 2022. Cette question était: quel est le plus grand défi de l'esprit critique aujourd'hui ? Le plus grand défi de l'esprit critique aujourd'hui, c'est d'arriver à s'imposer comme une matière vraiment à part entière dans l'apprentissage de la connaissance. Pour moi, à l'école primaire, dès l'école primaire, ça devrait être une matière extrêmement importante, l'esprit critique. Ça devrait être quelque chose qui s'impose comme étant vraiment essentiel dans l'apprentissage de la citoyenneté, en fait. Du coup, je prolonge. Tu voudrais qu'il y ait une discipline esprit critique à l'école ? À part entière, oui. Parce qu'il y a plusieurs écoles, hein. Soit il faut discipline, soit il faut l'injecter dans toutes les disciplines. Et le problème, c'est que créer une discipline, ça fout le bordel dans tous les emplois du temps. Et dans toute la structure même de l'école et du parcours de l'élève. Peut-être qu'on a besoin de remettre en cause les structures de l'école, justement, et que tel que l'apprentissage est dispensé actuellement, c'est peut-être pas forcément le mieux pour l'esprit critique, justement. Arriver à formaliser des outils pour l'éducation à l'esprit critique qui soient transférables dans les classes, quelles que soient les disciplines, quels que soient les niveaux, adaptés, être capable de faire des choses qui marchent en fait, et surtout dont les enseignants sont capables de s'emparer. Là, donc du coup, c'est plus pour l'éducation, Oui. mais peut-être pour des personnes qui ont plus d'âge. Je sais pas, par exemple, pour quelqu'un qui a 50, 60 ans. Là, du coup, je pense que j'ai pas vraiment d'avis sur la question, puisque je me concentre essentiellement sur l'aspect éducatif, et évidemment que l'aspect vulgarisation amène aussi à faire connaître ces outils, du moment qu'ils soient basés sur la recherche et sur ce qu'on a pu apporter, ce qui se fait autour de cette recherche autour de l'éducation et la formation de l'esprit critique. Ouais. Et il y a un rôle quand même, évidemment. Je dirais réussir à être présent partout, mais pas non plus à envahir. C'est pas une question à part entière, l'esprit critique, c'est qu'il faut que ça s'applique à tout, qu'on arrive à l'appliquer à tout, à nous-mêmes et à toutes nos croyances, quelles qu'elles soient, pas seulement au paranormal, pas seulement aux pseudosciences, mais également à nos croyances dans tout ce qui est sociaux, tout ce qui est rapport entre personnes, entre groupes de personnes. Je pense que c'est ça, c'est être présent un peu sur tous les fronts, par la diversité de nos contenus en tant que vulgarisateur. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. C'est d'arriver, je pense, à toucher des personnes provenant de classes sociales au capital culturel un peu moindre et au capital scolaire un peu moindre. Parce que j'ai l'impression que, c'est pas qu'une impression, je pense que, comme dans la vulgarisation scientifique en général, il y a une surreprésentation de certaines classes sociologiques, on va dire, de certains groupes sociaux, plus que d'autres. On le voit ici Typiquement, et alors que c'est pas forcément les personnes, il y a plein d'autres personnes qui sont sociologiquement plus dominées, on va dire, et qui auraient tout aussi besoin évidemment de ces outils critiques, peut-être encore plus en fait que nous. Je pense que le plus grand défi de l'esprit critique, c'est de s'adresser à plus que uniquement les milieux sceptiques, parler des personnes en fait déjà intéressées, et de parler en fait à la population, on va dire en général, que ce soit aussi les populations défavorisées ou les populations qui ne sont pas du tout interrogées sur ces sujets-là à la base, qui sont ni croyants ni sceptiques, mais qui sont en fait la grande masse des gens qui en fait se sont jamais positionnés sur le sujet. Je pense que le plus grand défi de l'esprit critique réside dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire essayer d'accéder au plus possible de personnes. Parce que quand on a cette espèce de feu sacré, on va dire, de se dire il faut que j'essaye d'être le plus rationnel possible dans ma vie, évidemment le plus critique possible, etc. C'est entre guillemets facile, même si les obstacles vont s'accumuler, c'est facile. Mais essayer de faire en sorte d'allumer l'étincelle chez les personnes, c'est ça le plus grand défi. Être plus accessible, je pense. Je pense qu'en fait on fait, et que ce soit, d'ailleurs je parle pour moi, je pense qu'on fait de la vulgarisation en fait pour les gens qui nous écoutent déjà, et en fait je pense qu'on prêche surtout des convaincus, et c'est dommage en fait, parce que là où l'esprit critique va vraiment être utile, c'est au moment où il va aller chercher les personnes qui vont être déjà plus à risque de tomber dans des discours qui sont problématiques, ou dans des dérives sectaires, et en fait j'ai l'impression qu'on s'adresse pas au bon public. En fait
on prêche des convaincus, ce qui fait que malheureusement, en fait, on n'est pas aussi efficace que ce qu'il faudrait qu'on soit. Et alors là, comment il faut faire pour réussir à trouver, à trouver un public, à s'adresser au public auquel c'est plus adapté, ça passe probablement par un changement d'attitude, un changement de regard, un changement de sémantique probablement aussi. Mais bon, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'imagine. De peser, d'exister, d'être là, malgré de réussir à se développer, parce que je pensais que c'était en très bonne voie dans les années précédentes, et puis les événements, le Covid, la guerre ont montré qu'il y avait quand même des défis pour l'esprit critique qui allaient au-delà de ce que je peut-être m'imaginais avant, où je pensais que c'était un peu la cerise sur le gâteau, et maintenant je vois ça comme quelque chose de plus profond et de plus difficile de plus complexe. Il y en a tellement, mais si j'en mettais un seul, c'est l'immensité de la tâche par rapport finalement aux moyens dont on dispose et finalement aux résultats qu'on peut raisonnablement escompter de notre propre action. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres et de considérations qui ne relèvent pas simplement de notre champ, lutter pour l'esprit critique, etc., mais de la société en général, qui peut nous faire dire que le défi est énorme par rapport en plus aux moyens dont nous disposons. Ça, c'est très très général. Moi, je voudrais un défi en particulier. C'est quoi le truc l'urgence, éventuellement? L'urgence, nous, on est sur le terrain de la propagation des idées, du développement de l'esprit critique. Ça serait de comment toucher le maximum de personnes, parce qu'on rencontre énormément de gens quand ils nous croisent, qui nous découvrent, ils disent « Mais c'est génial, je ne savais pas que vous existiez ». Donc on disait, si on avait une baguette magique pour trouver tous ces gens-là d'un coup, on gagnerait peut-être beaucoup de temps, mais la baguette magique, on l'a pas. Le plus grand défi de l'esprit critique, c'est, je vais dire une banalité, mais c'est l'environnement, c'est le rapport à l'environnement, et quelles actions il faut mettre en œuvre, et quel rapport au monde et au réel on doit avoir pour prendre en compte les contraintes environnementales et, si possible, les améliorer, quoi. Et ça entraîne toutes sortes d'interrogations, même philosophiques. Je ne sais pas si c'est le plus grand défi, mais je peux nommer un défi que je vois en ce moment, c'est que, surtout dans les 2 dernières années, le mot « esprit critique » a un peu perdu de son sens, je trouve. C'est même une expression un peu galvaudée, puis la raison pour ça, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui qui font dans le dénialisme scientifique se targuent d'être des champions de l'esprit critique. On l'a vu, nous en Amérique du Nord, les mouvements conspirationnistes, complotistes, se sont présentés comme étant les défendeurs de l'esprit critique parce qu'eux mettaient de l'avant le doute. Donc, je pense qu'un des grands défis au cours des prochaines années, ça va être, étant donné que maintenant on sait qu'il y a une crise à ce niveau-là, au niveau de l'esprit critique, je pense qu'on va devoir peut-être un peu mieux expliquer qu'est-ce que c'est, puis revenir peut-être un peu à la base. Moi, c'est beaucoup là-dessus que je travaille, les fondements de l'esprit critique, là, des choses vraiment de base pour le grand public. Il y a du travail à faire. Le plus grand défi, je pense que c'est c'est ce que j'appelle l'accountability, c'est-à-dire rendre des comptes à un public. Il y a une critique qui est souvent faite, je pense qu'il faut écouter la critique même si on n'est pas d'accord, qui est de dire que les gens qui sont dans la communauté zététique ou dans l'esprit critique ou les sceptiques travaillent pour les autorités, travaillent pour le gouvernement. Et je pense qu'il y a un peu de vrai sans le vouloir dedans, pour la simple et bonne raison qu'il est souvent plus facile de débunker ou de vérifier une affirmation bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire qui vient de la population vers une autorité, quand elle est totalement farfelue. Et il est plus difficile, ça demande un gros travail d'enquête, de vérifier une affirmation fausse par une autorité. Et donc de ce fait, évidemment, quand on est pressé, quand on doit sortir beaucoup de contenu, quand on doit travailler, etc., on va souvent aller vers la facilité ou vers des choses plus faciles. Donc je pense que le plus grand défi, c'est d'oser aller sur des terrains qui sont plus top-down, c'est-à-dire de s'intéresser davantage également à des choses toutes bêtes, par exemple, que l'industrie pousse, par exemple, alors j'aime beaucoup citer cet exemple parce que c'est dans After the Fact, un petit ouvrage que je recommande, les crèmes anti-âge, qui sont pas du tout fonctionnelles et qui marchent pas du tout, sont poussées en avant par l'industrie
dans un contexte qui est également politique, parce qu'on doit avoir l'air jeune, etc. etc. Donc c'est tout un enjeu là à mettre en avant aussi. Quel est le plus grand défi de la communauté sceptique aujourd'hui ? Je pense que ça doit être le chantier qui consiste à définir clairement quels sont ses objectifs et de savoir si on a bien tous les mêmes objectifs et quels ils sont. Et ça va être un gros chantier. La symétrie. La symétrie entre la facilité avec laquelle on peut raconter du bullshit et toutes les difficultés pour essayer de le débunker. Je pense qu'un des problèmes majeurs, si je dois en cerner un, pour la diffusion de l'esprit critique, c'est qu'en fait, on est tous prisonniers des réseaux sociaux qui polarisent. Et on y est tous dedans. Et donc, en fait, même à FECOF, quand on va faire des interventions, etc., les gamins, on a l'impression qu'ils percutent des trucs et tout, mais en même temps, ils repartent et on sait qu'ils vont consommer 16 heures de YouTube par semaine encore, etc. Et en fait, qu'est-ce qui... Enfin, moi, je pense que oui, les GAFAM, en fait, globalement, et la façon dont les algos sont conçus, je pense que c'est vraiment un des obstacles majeurs au fait à l'esprit critique, dans le sens où eh bien, on s'enferme tout simplement dans des schémas de pensée, on peut se radicaliser. Et je me demande si c'est pas un truc que peut vivre aussi la communauté zététique, de se radicaliser dans ses positions. Enfin, voilà, ce qui est un peu un paradoxe. Oui. Je sais pas, hein, mais voilà. Moi, bien écoute, dans les années 80, je me souviens qu'il y avait des courants musicaux, comme il y en a toujours eu, mais dans les années 80, c'était particulier parce qu'il y avait, à tout casser, 3 courants musicaux. Le premier, c'était la New Wave, le disco et le rock pop. Et puis sont arrivés des gens comme ça qui disaient « Ouais, moi je suis pas New Wave, je suis Cold Wave, je suis pas Cold Wave, je suis Electronic Body Music, tu vois. » Et moi j'ai l'impression qu'actuellement, dans l'esprit critique, d'après ce que j'en vois dans le peu d'expérience que j'ai développé, c'est qu'il y a des écoles qui commencent à partir. Et que finalement, le bon côté de l'esprit critique qui consiste à dire « Ben voilà, on va réfléchir comme des gens intelligents, avec une méthode qui a fait ses preuves, qui est unique, etc. » Et par exemple, un qui me plaît par-dessus tout par rapport à ça, c'est Mr. Sam, justement, qui lui est vraiment carré là-dedans, il réfléchit toujours de cette manière-là. Et d'autres commencent à partir dans différents mouvements, différentes écoles. Bon, c'est pas tellement difficile, comme on dit toujours. Celui qui est très à gauche, il va à gauche, il fait le tour, ben, il se retrouve à droite, quoi. Et c'est un petit peu ça, le wokisme, tout ça. Ce sont des mouvements qui sont un petit peu issus de ça et qui risquent de dénaturer un petit peu le bon côté des choses par rapport au scepticisme. Et je pense que c'est ça le plus grand défi, c'est peut-être de réussir à réunir et de chaque fois se rappeler cette méthode, faire une feuille de route à chaque fois qu'on réfléchit sur quelque chose. En ce moment même, on constate des écoles comme ça qui apparaissent, dans lesquelles, au sein de ces écoles, il y a des gens qui sont très engagés et qui sont même très enragés pour dire que c'est leur école qui est la meilleure, alors qu'en fait on a un socle commun et l'énergie qu'on consacre aux choses, elle est limitée, et ça serait bien de la consacrer à l'esprit critique en lui-même. Après, tout ça se discute, il y en a qui pensent que c'est enfin bon voilà, ça se discute beaucoup. Mais effectivement, je pense qu'il y a des ponts de communication entre ces écoles qui ont été rompus. C'est très dommage, parce qu'on parle quand même pas juste de youtubeurs qui se font la gueule, on parle de chercheurs, on parle de domaines complets, de courants de pensée dans des domaines complets qui devraient parler ensemble, être complémentaires avec une transdisciplinarité. Et ça se fait plus pour des raisons de guéguerre twitteresque, etc. Ça me rend très triste. Je pense que ce qui manque à l'esprit critique aujourd'hui, c'est une bonne dose de réflexivité. C'est-à-dire qu'il y a un travail en interne à faire, d'autocritique, de nivellement finalement de ce qui pourrait être des dérives pseudo-sceptiques, des mythes qui peuvent être véhiculés dans la communauté et qui parfois entraînent un gâchis en fait, d'énergie où il faut reprendre un certain nombre de choses.
J'étais une gauchiste bobo écolo machin, voilà. C'est très drôle parce que pour le bio, je l'ai fait toute seule, c'est-à-dire que j'ai eu une période très orientée végétarisme, véganisme, et du coup je mange pas de viande, je fais des économies, je vais prendre des trucs de meilleure qualité. Donc je pensais que ce que j'allais manger allait être de meilleure qualité si je le prenais bio, que ça allait être meilleur pour la santé, etc. Ok, donc déjà, première chose que j'apprends en essayant de mettre à l'épreuve ce que je sais, c'est que le bio est pas meilleur pour l'environnement. C'est plus compliqué que ça. Je dirais pas que c'est mauvais, je dis c'est plus compliqué que ça. Et ça, je l'ai appris grâce à une vidéo YouTube. Du coup, je creuse le sujet et je me dis, à défaut d'être bon pour la planète, ça peut être bon pour moi. Et Google Scholar, je l'ai saigné à blanc. Mais j'ai pas trouvé de preuves et j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était une connerie, que j'avais une croyance et voilà. Et j'ai été très très en colère par rapport à ça parce que j'ai eu l'impression d'avoir été trompée pendant des années par les publicités, par les discours politiques, etc. Et pour le nucléaire, c'est totalement différent, c'est que je me suis pris la tête sur Twitter. Twitter est un très bon média pour se prendre la tête. Je me suis pris la tête avec Tristan Cardin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, dont c'est la spécialité. Et exactement, je me suis pris la tête poliment avec lui, où il m'expliquait des choses que je ne voulais pas entendre. Et ça m'a pris plusieurs années après à vraiment... Il a planté la graine, en fait, du fait que je me pose des questions. Et c'est pareil, ça a infusé très très longuement, et je me suis rendu compte que ce que je croyais était faux, et c'était toujours plus compliqué. Globalement, moi, ce que je retiens des croyances que j'ai perdues, c'est que souvent la réponse est beaucoup plus compliquée. Sur la croyance la plus folle dans laquelle je suis tombé, il y en a pas mal. Alors, basiquement, sur tout ce qui est sport, nutrition, etc., j'ai cru à beaucoup de choses. Notamment, j'ai cru à Ray Peat, qui est quand même quelqu'un qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on sait. Et il est seul contre tous, mais il est séduisant dans sa façon d'amener les choses. Mais peut-être que... Qu'est-ce qu'il a dit en 2 mots? Ray Peat, il a dit par exemple que les oméga 3, etc. c'était très mauvais pour la santé. Il a dit qu'il fallait privilégier l'animal au végétal, que grosso modo que tout le monde mentait, quoi, le consensus scientifique mentait. Mais je dirais, si je devais juste dire la croyance la plus folle dans laquelle j'ai pu presque tomber, c'est mon père qui est presque un intégriste religieux musulman, et je pense que c'est ça. La croyance vraiment la plus folle, pour moi, c'est d'avoir cru à tous ces préceptes-là quand j'étais petit et d'avoir réussi un peu à m'en défaire. Ça, c'est vraiment... voilà. Mais dans le monde du sport et de la nutrition, c'est Ray Peat, je pense. Ouais, je pense que c'est l'homéopathie. Ouais, c'est ça. Et pour une raison, je pense qu'il vaut peut-être le coup de le dire, mais que peut-être d'autres personnes auront vécu. Un médecin dermatologue j'avais des problèmes de verrues à un doigt, et qui prescrit l'homéopathie. C'est un médecin, dermatologue. Je ne sais pas ce que c'est que l'homéopathie, mais je reçois ça comme un médicament qui va du coup fonctionner. Je le prends, j'ai plus de verrues. Pour moi, l'homéopathie, ça fonctionne. Et puis le jour où tu découvres ce qu'il y a derrière, l'efficacité ou pas à tester, là tu te dis mince, alors voilà, là j'ai mal calibré ma confiance, mais est-ce que j'avais des raisons de douter? Rien en fait me permettait de douter. L'efficacité que ça a eu sur moi, le médecin qui me la donne. Voilà, donc ça je crois que c'est et je pense pas que c'est une erreur, mais c'est une croyance dans laquelle j'ai vécu quelque temps. Et vous, quel est votre avis sur la question? Quel est le plus grand défi de l'esprit critique aujourd'hui? Répondez-y dans la section commentaires, répondez-y sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et pensez à regarder les autres vidéos où le panel réuni à Toulouse répond à différentes questions que je leur ai posées.